Tous les acteurs de l'économie et sur toute la chaîne, de la production à l'achat, en ce moment sont en train de communiquer. Parce que je pense que la communication est importante et effectivement, on est dans une méconnaissance de beaucoup de systèmes. C'est une invitation en fait à aller au-delà de l'image superficielle que peut renvoyer une marque et aller au-delà des apparences en fait. Il y a une vraie prise de conscience et effectivement, c'est pour ça qu'on éduque les gens aussi, c'est de se dire jusqu'où on est prêt à aller, qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour donner cette valeur à la fois au produit mais aussi au travail qui est fait derrière. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience de la même façon qu'elle a été environnementale, je pense sincèrement qu'elle a aussi été sociétale. Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors, retrouvez un épisode chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et soutenir la production sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bonjour chères auditrices et auditeurs, bonjour Nathalie Albrecht, co-directrice du Village des Créateurs, Camille Costantini, bénévole au sein de l'association The Greener Good et Anna Dechoux, ingénieure en matériaux et responsable technique développement durable chez De Rigueur Green. Alors nous nous retrouvons pour 2 épisodes consécutifs sur le thème de la transition, ou plus exactement la RSE, responsabilité sociétale des entreprises dans la mode. La question pour notre premier épisode, c'est pourquoi on parle de transition dans l'industrie dans l'industrie textile. Et pour le second, on ira un peu plus loin à propos des enjeux. Avant de laisser les intervenantes se présenter, je voulais juste mettre un petit contexte pour commencer. On va juste éclaircir ce mouvement qui fait de plus en plus parler de lui. Face aux effets de l'industrie textile, en fait, on est de plus en plus nombreux à s'engager, à changer, à améliorer, à arrêter ou bref, à reprendre la main sur ces mécanismes. Alors ça paraît un mouvement pourtant si simple, reprendre la main, sauf que l'industrie textile est mondiale, tout autant locale. On y emploie de multiples compétences interdépendantes. Ça va de l'ingénierie chimique, agricole aux dites petites mains de la confection, et en passant par des milliers d'autres. Alors, pour cette introduction sur ce sujet qui concerne l'ensemble des acteurs de l'industrie textile, il me semblait juste d'inviter un panel d'intervenants et d'intervenantes, particulièrement aujourd'hui, comme une table ronde. Donc, chacune de nous s'inscrit dans une phase spécifique de la chaîne de valeur. Vous allez voir, on va en dire un peu plus sur chacune d'entre nous. Mais toutes avons une approche d'accompagnement. Je termine mon introduction ici et je commence par cette première question. Qui sommes-nous et en quoi consiste notre activité ? Est-ce que Nathalie Albrecht, tu veux commencer ? Oui, bonjour Nathalie Albrecht. Donc moi, je travaille au Village des Créateurs, j'en suis co-directrice aujourd'hui. Le Village des Créateurs, c'est la structure de développement économique des entrepreneurs, créateurs émergents des industries mode, éco-design et lifestyle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est vraiment cette structure qui, depuis 20 ans, puisque la structure a 20 ans cette année, qui propose à la fois d'entrer dans une communauté, de faire appel à des experts qui vont accompagner ces jeunes entrepreneurs à chaque moment clé du montage de leur entreprise.
Et c'est une communauté avant tout, un réseau d'entraide. C'est un lieu de vie parce que c'est aussi une pépinière où certains créateurs sont résidents. Ils bénéficient d'ateliers, showrooms, avec une visibilité où ils peuvent à la fois rencontrer des clients, le grand public, mais aussi des professionnels. Donc voilà, le village des créateurs, c'est cette belle et grande communauté sur le territoire à Lyon depuis 20 ans. Merci. Ouais, vous marquez la mode sur la région lyonnaise. Camille Costantini, est-ce que tu veux continuer? Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci Elsie de nous avoir conviés. Donc moi, je suis Camille Costantini. Je travaille. Mon métier actuel consiste à travailler dans l'économie collaborative, l'économie participative, à travers la création de plateformes de financement participatif et le soutien et la promotion en fait voilà de ces nouveaux écosystèmes à travers un accompagnement sur la réglementation et sur la mise en place d'outils techniques dédiés à promouvoir la finance participative. Et également, j'ai une très forte appétence voilà, pour tout ce qui va tourner autour de l'environnement, du développement durable. Et du coup, je suis bénévole depuis quelques années maintenant pour The Greener Good. The Greener Good, qui est une association lyonnaise qui a été fondée en 2016, dont la mission est de contribuer à la transition écologique et de répondre aux enjeux environnementaux en repensant nos modes de vie et de consommation individuelle. Donc, on mène des actions de sensibilisation avant tout à destination des consommateurs et des consommatrices afin de mettre en avant les comportements éco-responsables qu'il est possible d'adopter ainsi que les acteurs, marques et commerces qui sont engagés dans cette démarche. Donc, on a plusieurs types d'actions, à commencer par l'organisation ou la participation à des événements, des ateliers ou des conférences, des tables rondes comme aujourd'hui. On organise chaque année un grand événement, le Greener Festival, qui met en avant voilà tous les modes de consommation alternatifs qui sont possibles avec des marques qui viennent se présenter, qui viennent du coup se rencontrer entre consommateurs et marques et acteurs. Et puis, on produit également des outils d'information et de sensibilisation. Et le dernier grand outil qu'on a mis en avant est le guide pour consommer responsable à Lyon et ses environs, qui est sorti au printemps 2020 et qui recense plus de 450 adresses d'infrastructures engagées. Et donc, ce guide se vend aujourd'hui dans les boutiques partenaires de Lyon, dans l'idée vraiment d'accompagner voilà, le consommateur et de lui faciliter la vie pour aller vers une transition de ces modes de consommation. Merci Camille. Eh ben, on monte sur Paris et on rejoint Anna Dechoux chez De Rigueur Green. Oui, bonjour à toutes les trois et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, comme tu viens de le dire, je suis Anna Dechoux, je travaille pour De Rigueur. Donc, en fait, on a un groupe dédié à l'innovation produit pour les marques de mode, luxe et sport. Et on a deux branches d'activité, donc De Rigueur.tech, qui est dédié à l'innovation technologique, et comme tu l'as dit, De Rigueur.green, qui lui est dédié à l'innovation durable. Et en fait, pour Point Green, je suis chef de projet environnement. Ça veut dire que je vais accompagner les marques dans leur transition environnementale, donc sur tout le cycle de vie, de la matière première à la fin de vie. Et notre mission, c'est justement de les accompagner pour minimiser les impacts environnementaux, donc sur tout le cycle de vie. Il y a 3 niveaux d'accompagnement. Donc après analyse de leur situation, qui sont du coup la sensibilisation, la formation et ensuite l'implémentation pour justement mettre en place les solutions qu'on a imaginées avec eux. Ah, très riche aussi. Donc et j'en profite donc pour présenter aussi ce que je fais, mon quotidien. C'est pas seulement le podcast Qu'est-ce que la mode. Donc j'interviens aussi en école de mode. J'apprends aux futurs au métier de la mode à questionner ou à se questionner justement. Je les invite à se demander qu'est-ce que la mode, et ça éveille chez eux justement des nouvelles façons de concevoir bien plus riches que juste faire de jolis vêtements. Et j'accompagne aussi des professionnels à construire une image personnelle en adéquation avec leur discours professionnel et leurs valeurs personnelles. Suite à toutes ces présentations, les auditeurs, vous demandez peut-être, mais ça paraît un peu très 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 large quand même comme panel. Mais justement, c'était important parce que notre grande question, c'est pourquoi on parle transition dans la mode au sens art de vivre. Comme on l'a dit, la mode, ça parle
du consommateur, de l'utilisateur, mais ça commence aussi au sein d'entreprises, au sein de porteurs de marques. Et donc, en plus de ça, on parle de la transition parce qu'il y a de plus en plus de visibilité sur la chaîne de production. On est de plus en plus conscient du coup des effets, je reste neutre pour l'instant, sociaux et environnementaux, comme les pollutions, mais les conditions de travail aussi. Et aujourd'hui, on peut encore produire et fuir ces réalités, mais aussi on peut participer à solutionner et reprendre nos responsabilités. Donc, je voudrais commencer en m'adressant à Nathalie avec le Village des Créateurs. Justement, vous accompagnez des marques depuis 20 ans et vous avez donc vu cette prise de conscience s'éprendre en quelque sorte et influencer les jeunes marques. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? L'environnement du secteur de la mode, il est déjà en mutation depuis quelque temps. Et en ce qui concerne le Village des Créateurs, je pense que cette prise de conscience et l'ADN même de leur structure depuis des années tient compte de ces enjeux-là. Aujourd'hui, les grandes entreprises, les grands faiseurs, c'est vrai, ont un vrai rôle de prescription parce que les importations, le sourcing, la fabrication, les enjeux sont mondiaux et la traçabilité est beaucoup plus compliquée, je pense même, à réaliser. Maintenant, en ce qui nous concerne, on peut dire que 95% des créateurs accompagnés au sein du label et qui sont régionaux depuis déjà des années. Donc, je dirais que ce sont déjà pas des bons élèves, mais ce sont des gens qui étaient déjà engagés, respectueux et qui étaient déjà conscients. C'est-à-dire que la conscience, elle était déjà intrinsèque à leur ADN. Donc, aujourd'hui, cette transition, elle continue. Elle est bien sûr encore plus prégnante. Mais ce modèle était déjà inclus dans le caractère de leur idée même. Aujourd'hui, le consommateur est acteur. Alors, c'est vrai qu'on a une idée, on a un projet, mais on a aussi une offre de plus en plus grande, je pense. On a aujourd'hui 100 entreprises accompagnées, donc on a un panel qui est assez fort et très représentatif d'ailleurs des différents stades, des différentes mesures en fait d'une entreprise. Répondent, c'est vrai, à ce qu'on pourrait appeler un acte de vie, parce qu'un consommateur aujourd'hui, il veut intégrer une communauté. Quand il achète un produit, en fait, il donne une idée, il donne sa façon de penser et il révèle un peu son engagement aussi sociétal. Donc, les créateurs au village, ils répondent. On a beaucoup d'exemples, à la fois sur le territoire, mais quand on parle de responsabilité sociétale, et environnementale dans la traçabilité d'une fabrication d'une marque, je pense qu'à la fois, on parle du territoire et de la France. Donc, le Village des Créateurs, lui, son rôle d'accompagnement, c'est vraiment de dire je mets en relation tous les acteurs qui peuvent vous aider à aller plus vite, des acteurs au niveau du textile, de l'innovation, comme sur le territoire Textera, Unitex, ou même on a une antenne France Terre Textile qui est vraiment une mine d'informations en fait et de sourcing. Mais on met aussi les gens en rapport entre eux qui peuvent se sourcer ailleurs et même au niveau européen, voire autre. Parce que la RSE, c'est aussi le commerce équitable. Et cette conscience-là, on a beaucoup de jeunes créateurs émergents qui sont des viviers et des modèles. Je peux vous donner quelques exemples, mais on a des marques comme Testimonial qui vont aller fabriquer au Mexique et qui vont du coup offrir des journées d'eau à des familles au Guatemala. On a Naona qui va faire travailler des femmes dans les favelas et qui va du coup produire une richesse économique et qui va aider des gens à l'autre bout du monde. Mais on a aussi des acteurs sur le territoire qui vont produire sur Lyon complètement, même dans des ateliers à la Croix-Rousse. On a des gens qui vont travailler la bijouterie, que ce soit fantaisie ou art, donc soit avec de l'or recyclé sur le territoire ou équitable qui vient d'étranger. Donc en fait, c'est un sujet qui est vaste, mais qui en tout cas est au cœur de chacun de nos entrepreneurs aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un état de fait. Et alors, je ne sais plus tellement je peux vous en raconter en fait à ce niveau-là, mais je pense que la fidélisation de nos clients, de la société aujourd'hui, passe vraiment par cette marque de ce que nos créateurs montrent, en tout cas au niveau local. Tu disais bien que c'était vraiment ancré dans la plupart des créateurs, mais là, en fait, c'est encouragé. Et puis, l'entrepreneur, il est plus tout seul. Enfin, celui qui monte une marque, il est plus tout seul.
Il est plus tout seul, effectivement, parce que aujourd'hui, la prise de conscience est collective et nous, dans les expertises que l'on propose, que ce soit au sein des membres de notre conseil d'administration, que ce soit dans nos experts à qui on peut vraiment faire appel au quotidien, on a des mises en relation vertueuses. Et on impacte même au niveau de nos locaux, puisque, pour exemple, on va intégrer une matériothèque dans le Passage Café, qui est le lieu où se trouve le village des créateurs. Donc effectivement, nous, on est un hub avec des gens qui vont faire du service, parce que la mode circulaire, c'est aussi se dire, on a des créateurs qui créent des vêtements, on a des gens qui ont créé des entreprises qui vont louer ces vêtements, et puis qui vont les vendre, et puis qui vont les recycler, et qui vont en fait donner cette source à de nouveaux créateurs avec qui ils travaillent pour refaire une collection. Donc en fait, on est en train de mailler comme ça un ensemble qui va même au-delà de nos murs, mais en fait, on est rassembleurs, parce que comme on a la chance d'avoir cet espace, on arrive à intégrer beaucoup de monde, beaucoup de services et beaucoup d'idées qui nous demandent qu'à se développer. Et nous, on a cette chance de pouvoir accueillir et accompagner et à mettre en relation. On ne parle pas que de mode textile, on parle de mode de vie, de cosmétiques, de food, de décoration, de mobilier. C'est très, très vaste et on touche à tous les secteurs. Merci Nathalie, et tu donnes une belle image de toute cette mise en relation côté entreprise. Et là, je m'adresse à Camille. En fait, avec The Greener Good, c'est la même chose. Vous êtes aussi dans cette même dynamique de maillage, comme je reprends les mots de Nathalie, et de mise en relation pour justement accélérer, accompagner, mais là, chez le particulier, pour le particulier. C'est bien ça? Oui, c'est vrai. Alors, on travaille beaucoup aussi dans le soutien et la visibilité des marques, puisqu'on les met en avant à travers différents outils de communication. Mais l'idée, c'est avant tout de montrer aux consommateurs ce qui existe aujourd'hui. Alors, dans le cadre du Lyon et du Grand Lyon, puisque nous, on a une association locale, mais c'est valable pour tout. L'idée, en fait, est vraiment d'accompagner le consommateur, de lui montrer ce qui est faisable de faire, de lui montrer comment opérer sa transition, une transition douce et vertueuse. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui avec lesquels on peut discuter qui c'est pas qu'ils n'ont pas envie, c'est qu'ils n'ont pas forcément les outils en main, c'est qu'ils n'ont pas forcément le temps, c'est ils ont aussi une certaine culpabilité de ne pas avoir opéré cette transition, mais ils savent pas comment la mettre en place, ils savent pas comment la faire. Et bien souvent, ce sont des gens aussi qui travaillent, qui ont un quotidien qui est assez prenant, et ça prend du temps. Ça prend du temps de changer de mode de vie, ça prend du temps de changer de mode de consommation, et ça prend du temps d'avoir ces réflexions en fait, et de trouver un moyen de les opérer. Et donc c'est vrai qu'avec The Greener Good, ce qu'on essaye de faire, c'est de proposer différents outils d'accompagnement. Ça passe par de l'info comme des guides, j'en parlais tout à l'heure, avec la création d'événements, avec des conférences, des balades. On fait aussi par exemple des balades durables. C'est quoi? C'est un samedi, on va emmener un nombre de personnes à la découverte des magasins de mode éthique de Lyon 7e par exemple. L'idée est de montrer un petit peu ce qui se fait au niveau du local et comment aller plus loin dans notre transition, et aussi répondre aux questions que les consommateurs peuvent avoir par rapport à proposer, parce que effectivement, comme le dit Nathalie, aujourd'hui, on a une conscience collective d'un besoin de changement dans nos modes de consommation. Cette conscience, elle est présente, on en discute, on échange, on reçoit énormément d'informations à ce sujet-là. Maintenant, il faut transformer cette information et il faut la comprendre. Et parfois, c'est vrai que le consommateur peut se perdre dans tout ce qu'on lui propose et ne pas avoir les bons réflexes, parce que il va aller vers vers des marques qui vont proposer quelque chose, mais qui n'est pas forcément vertueux, qui n'est pas forcément dans le respect du social ou de l'environnement. Et j'arrive ici avec forcément le mot qui est très tendance aujourd'hui, qui est le greenwashing, et qui en fait reflète complètement cette problématique en fait du consommateur. Le greenwashing, c'est quoi? C'est donc ce qu'on appelle éco-blanchiment en français. Donc c'est un procédé de marketing ou de relations publiques qui est utilisé par l'entreprise dans le but de donner une image de responsabilité écologique trompeuse. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une marque va utiliser la couleur verte pour faire croire au caractère naturel de son produit. Elle va mettre des jolies photos de paysages, de plantes sur ses outils de communication, sur sa publicité.
Va y avoir un champ lexical aussi qui va être mis en avant, le fait avec amour, le 100% naturel. Et ça, en fait, c'est du fake, en fait, c'est du faux, ça veut tout et rien dire, mais sauf que ça va induire en erreur le consommateur. Et on a des exemples de grandes marques. Il y a une grande marque de fast fashion qui est un producteur terrible de mode qui avait fait un t-shirt emblématique avec cette phrase there is no planet B, il n'y a pas de planète B, qui bien sûr du coup donne l'impression d'aller vers une démarche complètement éthique, alors que c'est bien l'inverse, puisqu'on est dans une marque qui n'a aucun engagement en termes de RSE, mais qui en revanche propose des t-shirts avec des jolies mentions, des jolis logos. Et l'idée en fait de The Greener Good, et d'ailleurs de manière plus générale, c'est vraiment d'accompagner les gens pour leur proposer une transition douce, mais une transition qui soit accessible, compréhensible. Pareil, dans la compréhension des labels, par exemple, aujourd'hui, on se prend des labels de tous les côtés, on ne sait plus leur signification, on ne sait plus ce que ça veut dire, et parfois ces labels ne sont pas forcément vertueux et n'ont pas forcément... n'accompagnent pas forcément ni les marques ni les consommateurs. Donc il faut, dans cette jungle des labels, il faut que le consommateur puisse trouver sa voie, trouver son positionnement, et ça c'est pas toujours évident. Donc c'est ce sur quoi on essaye de travailler, et surtout on essaye de sensibiliser les consommateurs à ces thématiques-là. C'est une invitation en fait à aller au-delà de l'image superficielle que peut renvoyer une marque et aller au-delà des apparences en fait. Complètement, c'est exactement ça, c'est vraiment tenter de se renseigner un petit peu, aller au-delà de ce qui est montré. Et c'est pareil pour le bio, tu vois, aujourd'hui tu trouves du bio n'importe où, il y a des grandes surfaces qui font du bio, mais si ton bio il vient de l'autre bout du monde et que tu n'as aucune traçabilité en fait sur la chaîne de production, est-ce vraiment du bio? Est-ce vraiment intéressant d'acheter de la banane qui vient d'Amérique du Sud? Tu sais pas comment elle a été produite, tu sais pas qui l'a produit, dans les conditions salariales qui ont été proposées. Et donc, il y a toute une idée vraiment dans ce terme très vaste qu'est la transition, de repenser nos modes de consommation et sans pour autant dénigrer ce qui se fait à l'autre bout du monde. Il y a des savoir-faire qui sont hyper intéressants en Inde, en Chine ou autre, et c'est important de travailler avec cet écosystème-là et de pas juste penser 100% local, France, etc. C'est bien d'échanger, de partager. Simplement, il faut que ce soit, et on y reviendra, je pense, plus tard, dans une dynamique de transparence et d'égalité, et que ce soit équitable ou éthique dans toute la chaîne de production, dans la chaîne de valeur. Et justement, je reviens avec ce mot transparence. Et pour avoir de la transparence, il faut bien comprendre aussi tous ces termes. Donc, t'as pu Camille, expliquer par exemple ce terme greenwashing qu'on entend de plus en plus. Et là, je m'adresse à Anna qui, justement, il y a plein de mots qu'on dit, même déjà RSE. C'est très vaste. Donc nous, on parle aussi de transition, mais il y a des mots clés qui nous paraissaient quand même importants à relever. Anna, je te laisse la parole. Non, mais c'est vrai que c'est très important de définir des termes techniques. Camille vient de le montrer, c'est une jungle d'adjectifs qui sont utilisés parfois à tort et à travers. Donc oui, c'est important de les définir, que ce soit pour les consommateurs, qui sont de plus en plus éco-conscients, mais aussi pour les marques. Comme vient de le dire Camille, des fois, elles sont un peu perdues dans cette jungle et elles vont vite être accusées de greenwashing ou des fois, malheureusement, en faire. Et du coup, c'est un peu notre essence chez De Rigueur, justement, d'être une passerelle, là, pour le coup, entre les marques de mode et les problématiques d'ingénierie complexe, que ce soit de la tech ou du green. Et du coup, oui, là, instinctivement, pour moi, il y a 3 termes qui sont très importants de définir. Donc, premièrement, ça serait durable, parce que c'est le terme derrière lequel le plus, justement, d'adjectifs est caché. Ça va être, on parle de durable justement pour parler de biosourcé, de biodégradable, de recyclable, mais aussi d'éthique, de circulaire, voire de qualité et de durée de vie. Mais au final, c'est un peu normal parce que durable, ça vient de développement durable et d'après l'ONU, ce sont 17 objectifs à prendre en compte. Donc déjà, on comprend que c'est très vaste. Mais aussi, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur la durabilité, quel est vraiment le sens du mot.
Mais si on revient un peu dans le temps et qu'on repart, je crois que c'était en 87 justement quand ce terme de Sustainable Development a été défini, c'est vrai qu'il y avait déjà à ce moment-là une question sur la traduction. Est-ce qu'on traduit ça par durable ou est-ce qu'on traduit ça par soutenable? Alors c'est vrai que dans l'idée de durable, on va retrouver l'idée de pérennité, de durer dans le temps, de pouvoir continuer de croître un peu à l'infini, justement de trouver cette juste balance. Mais on aurait aussi pu traduire ça par soutenable et justement le type de développement que la nature pourrait soutenir ou supporter. Et là, il y a un peu deux définitions qui sont différentes. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre au final sur durable et développement durable, c'est que c'est vaste et que justement plusieurs choses peuvent se cacher derrière. Et que les scientifiques sont même pas toujours d'accord, mais c'est normal. C'est une science qui est nouvelle, c'est des concepts novateurs, donc voilà, il y a un peu ce temps pour définir tout ça. Et justement, c'est aussi bien aux consommateurs que aux marques de définir tout ça ensemble. Mais c'est vrai que parfois, par vulgarisation des termes techniques, malheureusement, parfois on en vient à dire un peu n'importe quoi. Et du coup, le deuxième terme que je trouverais important de définir, c'est celui d'impact. Parce qu'on voit souvent impact nul. Et en réalité, ce n'est pas vraiment possible. Toute action qu'on fait a un impact. Par contre, il peut être positif ou négatif. Donc justement, on peut arriver à une balance. Par contre, les impacts sont plus souvent négatifs. Forcément, il y aura plus d'entrées que de sorties. Et surtout, quand on parle d'impact, au final, il y a différents types d'impact, il y a différents types d'indicateurs. Et c'est complètement différent de parler de l'indicateur sur le changement climatique plutôt que parler de l'indicateur sur la consommation en eau. Et c'est encore différent de parler de consommation en eau plutôt que de pollution en eau. Donc ça, je pense qu'on y reviendra plus tard, mais c'est aussi ce qui explique pourquoi on peut pas être si binaire sur telle ou telle matière. C'est pas forcément bien ou mal. Mais voilà, il y a plein d'indicateurs différents à prendre en compte et à chaque fois, c'est une histoire de balance. Et enfin, je dirais que le troisième terme important à définir, c'est celui de RSE. Alors, on peut dire aussi bien responsabilité sociale que sociétale. En fait, c'est juste que ça a été traduit encore une fois comme social au début, puis formalisé comme sociétal. Et c'est l'objectif de la RSE, c'est donc de prendre en compte les 17 objectifs de développement durable au sein d'une entreprise. Donc que l'entreprise prenne aussi bien en compte la sphère économique que la sphère sociale et environnementale. Après, la RSE, dans les normes, c'est défini comme 7 questions centrales, dont l'environnement, la gouvernance, les droits de l'homme, la loyauté des pratiques, etc., aussi le respect des communautés locales. Donc là encore, on voit que c'est très, très vaste. Il y a différentes pistes d'action. Là, je vais peut-être laisser la main à Camille ou à Nathalie justement pour rebondir sur les types d'actions entrepreneuriales, notamment avec le village des créateurs peut-être. J'en ai plusieurs. Donc effectivement, dans l'idée de Made in France, d'utiliser, d'avoir vraiment une vision circulaire des choses, on peut parler de différents créateurs, notamment je pense à Maison Edel, Eva, qui est une jeune femme qui a travaillé longtemps dans des grandes maisons de maroquinerie et qui a souhaité monter sa marque il y a 1 an. Et qui utilise les chutes, en fait toutes les chutes des maisons, et qui fait ses créations de collections à partir de cela. Donc elle a un grand savoir-faire puisqu'elle a travaillé 8 ans vraiment comme petite main dans les maisons, mais elle utilise en fait tout des stocks. Donc elle va pas acheter, elle va pas faire produire forcément. Je pense aussi à Juste Inséparable qui fait des doudous français créés à Lyon, donc fabriqués sur Lyon. Bien sûr, alors là, elle va utiliser des cotons bio, comme on le sait, alors avec toutes les certifications nécessaires et à 100% éthiques, mais bon, là, on peut pas parler de création 100% bien sûr française du coton, mais en tout cas, tout est fabriqué en France et même localement.
Alors là, c'est pas vraiment de la création, mais dans nos adhérents, nous avons aussi. Alors là, c'est pas un créateur, mais c'est Ixios que vous connaissez, qui lui va créer justement la matière, c'est-à-dire le cuir à partir d'écailles de poisson, donc à partir en fait de déchets, qui va créer de la matière qui va être utilisée. Alors là, c'est vraiment du local, c'est une structure qui est en train de grossir et c'est juste, je trouve, une énorme réussite à ce niveau-là. Et un jour, enfin, justement, localement, on va pouvoir se dire que les uns vont pouvoir utiliser la source des autres. Qu'est-ce que je peux aussi à la Clairefontaine qui fait des cosmétiques complètement aussi bio et qui utilise uniquement la flore nationale de France. Je pense à Natural Cocoon qui travaille la cire végétale. Je pense à toutes ces encres aussi, parce qu'aujourd'hui, tous les créateurs qui vont imprimer ou qui vont qui vont tanner le cuir utilisent des encres végétales. Aujourd'hui, dans notre environnement, je ne connais personne qui ne soit pas vraiment attentif à ce genre de choses dans la production. Ces marques, on les appelle des petits créateurs ou des petites entreprises, mais ça ne veut pas dire que leur action est petite et leur impact est petit. Et c'est ça qui est important à rappeler. Et puis, Anna, tu avais peut-être des exemples aussi de d'autres types, d'autres gammes, on va dire, de marques. Bah justement, c'est ça qui est entre guillemets beau avec le secteur textile. Donc déjà, c'est vrai que Nathalie l'a dit tout à l'heure, ça touche pas que le secteur textile, la RSE, mais c'est vrai que c'est un peu le secteur porte-drapeau, c'est un peu celui qui est au centre de l'attention parce que ça nous concerne tous et c'est aussi un secteur qui a beaucoup d'enjeux. Mais c'est vrai qu'à toutes les échelles, il y a des innovations. À toutes les échelles, il y a de l'engagement, que ce soit les très grandes entreprises type luxe, premium. Enfin voilà, il y a Prada aussi bien que Adidas qui se sont engagés dans les années proches à n'utiliser que des plastiques recyclés. On a aussi justement Levi's, Wrangler ou même Tommy Hilfiger qui travaillent énormément sur la production de leurs jeans. C'est un produit iconique qui a beaucoup d'enjeux, notamment sur la teinture, donc justement pour réduire tous les impacts et innover d'un point de vue production, comme le fait justement Ixios avec leur cuir de saumon. Mais ça touche aussi, comme Nathalie l'a dit, les créateurs, mais aussi la grande distribution. Par exemple, on a vu le groupe Eram qui a exploré de nouveaux modèles économiques, que ce soit la location, la seconde main, la recyclabilité de leurs chaussures. Donc avec Bocage, l'atelier Bocage, Cécile, etc. C'est un gros groupe qui est très investi là-dedans. Et on a aussi tous les natifs, comme moi il y a une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle Oday et je trouve ça c'est le top de l'éco-conception, de la circularité, qui ont totalement repensé la chaussure pour faire une chaussure monomatériaux, désassemblable. Et enfin, voilà, c'est le genre de produit vers lequel on tend avec de rigueur. Enfin voilà, d'amener chez les marques toutes ces nouvelles techniques, toute cette nouvelle l'éco-design en fait. Justement, comment concevoir en prenant directement en compte les impacts environnementaux et la fin de vie. Mais ouais, il y a de très beaux exemples dans le secteur textile. À toutes les échelles. Hein. Alors, c'est vrai que c'est certainement plus compliqué pour une grande marque. Enfin, je pensais à Adidas et son modèle. Là, ils sont en train de parler d'un modèle en mycélium, c'est-à-dire en champignon, mais pour l'instant qui est juste un prototype et qui vont essayer de produire à grande échelle. C'est vrai que pour les marques qui sont, on va dire, responsables natives, c'est certainement plus facile d'avoir cette cohérence et cette action tout de suite dès le départ. Parce que c'est vrai qu'on parlait de chaussures, nous on a la marque Alma Planète qui utilise bien sûr du tissu recyclé ainsi que du caoutchouc recyclé. C'est vrai que dans le mobilier par exemple, on a accueilli Anna Art Factory qui utilise elle des anciens meubles en fait qu'elle va complètement customiser, poncer, retravailler, mettre au goût du jour. Donc la question entre guillemets ne se pose pas aussi du sourcing parce qu'on sait que vraiment elle donne une seconde vie aux éléments et c'est juste quelque chose de superbe. On a aussi au niveau des cosmétiques
tout ce qui est, vous savez, les tissus en coton pour se démaquiller, pour éviter justement tous ces matériaux qui sont jetés et surjetés. Donc, on a aussi Clarange, par exemple, qui va travailler à la main, qui va faire toutes ces petites trousses et puis tous ces cotons en coton pour éviter de jeter de la matière première à chaque fois qu'on rentre dans notre salle de bain. On a des gens qui travaillent avec des chutes de tissu comme Charles Caddy qui revisite en fait la robe portefeuille, mais qui travaille en fait sur des robes uniques que vous pouvez en plus complètement personnaliser, parce qu'aujourd'hui il y a aussi cette attente-là, c'est de se dire ce que j'achète, je fais un choix non seulement de matière, de fabrication locale, mais aussi d'avoir des pièces qui ne sont pas les mêmes que tout le monde. Et en fait, le fait de travailler comme ça aussi sur du recyclage ou de l'upcycling permet d'apporter en termes de mode un esprit aussi de personnalisation et d'identité qui est intéressant. Et enfin, je vais vous citer aussi le Pigeon Coq, parce que c'est vraiment une belle histoire. C'est notre gagnant du concours Talent de mode du mois d'octobre qui, elle aussi, réalise des kits en maroquinerie pour faire de la petite maro, des petits sacs. Et pareil, elle ne travaille que sur les chutes des marques pour ne pas avoir à faire reproduire. Elle va créer des petits kits que vous pouvez assembler toute seule ou en atelier, et donc que vous pouvez acheter. Et c'est quelque chose aussi qui est à la fois ludique, personnalisable, parce que en très petite quantité, et complètement responsable, parce que il n'y a pas de surproduction. Et là, on est en train, par exemple aussi, pour finir et pour boucler, d'accueillir beaucoup de marques, dont une qui s'appelle Chamblanc, mais qui n'est pas encore, que vous ne pouvez pas encore trouver, mais que vous allez bientôt découvrir, qui elle va travailler à la précommande. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, on va pas produire en espérant pouvoir vendre des stocks de vêtements ou d'autres produits, mais c'est de se dire, voilà mon concept, voilà mon idée, voilà ma démarche, voilà le produit qui en découle. Est-ce qu'il vous intéresse? Est-ce que vous voulez nous suivre? C'est un peu des démarches de crowdfunding, et dans ce cas-là, je vais produire pour vous le t-shirt qui correspond à cette matière. Et je pense que c'est bien aussi, parce que consommer bien, c'est une chose, mais quantitativement aussi, et on parlait de soutenir la nature et les matières, je pense aussi que c'est quelque chose qu'on va avoir de plus en plus. Produire à la demande et aux besoins, et non pas se dire on produit une série et puis on verra bien, puis après qu'est-ce qu'on fait, comment on l'écoule, et qu'est-ce que ça fait, et pour les clients et pour la planète, parce que derrière il faut bien trouver des circuits. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est intéressant les nouveaux business models que cherchent les marques. On pense à la location aujourd'hui. De plus en plus, il est de plus en plus facile de pouvoir trouver des marques qui proposent de la location de vêtements. La seconde main, bien évidemment, aujourd'hui, qui est très implantée. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais sur la prévente, la précommande, c'est que il y a un temps. En fait, il y a un temps de fabrication. Donc, la précommande, ne va être produit que ce qui est acheté en amont. Et bien souvent, il y a un temps assez long, de plusieurs semaines, il y a un délai, mais ce délai, il est intéressant puisqu'il permet en fait aux consommateurs de comprendre la production, de comprendre d'où vient son vêtement. Et cet attentisme, moi, je le trouve assez vertueux, parce qu'il te rappelle que tout n'est pas facilement... en fait, tout n'est pas facilement... il n'est pas facile de tout acheter très rapidement, comme aujourd'hui on peut l'avoir. Tu es dans un magasin... tu as 150 collections, tu as des collections toutes les semaines, et il y a trop de mode. Et le fait de revenir sur des basiques et de rappeler qu'un vêtement se produit pendant X temps, qu'il y a tant de personnes qui vont travailler dessus. Et ce qui est intéressant souvent dans la précommande, c'est que les créatrices et les créateurs vont envoyer des infos progressives. Et il y a une communication qui se fait entre le client et la marque. Il y a une synergie qui se crée, une harmonisation, il y a une connexion entre ces deux personnes. Et du coup, quand tu reçois ton vêtement, tu sais pourquoi tu l'as acheté, tu sais qui l'a produit, tu sais combien de temps ça a pris. Et en fait, ça donne une vie au vêtement. C'est plus un achat compulsif, c'est plus Ça lui donne une valeur complémentaire. Exactement. Et ça, je trouve ça hyper important dans la redéfinition des modes de consommation, dans la transition, c'est de comprendre que derrière, il y a toute une chaîne de production, toute une valeur.
et c'est de redonner une sorte de vie en fait à ce que tu vas acheter et de respecter ce que tu vas acheter. Et ça vaut pour la mode bien évidemment, mais aussi l'alimentaire ou n'importe quoi en fait. Et du coup, je pense même que ça change le comportement d'achat des consommateurs qui seront prêts certainement aussi à donner plus pour un produit de ce type-là qui aura de la valeur et donc qui va connaître la traçabilité et qui du coup accepte aussi cet état de fait. Et c'est le fait aussi certainement de consommer moins mais mieux. On donne de la valeur aux choses que l'on veut porter. En fait, on va porter non seulement un vêtement mais une idée, une façon de vivre, voilà, un changement, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer et qu'il est positif. Alors c'est vrai qu'il n'est pas facile et c'est vrai qu'il peut être il apparaît parfois culpabilisant. Donc on parlait tout à l'heure d'éducation, d'expliquer que les choses ne sont pas blanches ou pas noires et qu'effectivement on fait tous de notre mieux. On en parlait l'autre jour, mais c'est un petit peu ça et qu'il y a un chemin à faire. Mais je pense qu'il est vraiment en marche et que tous les acteurs de l'économie et sur toute la chaîne, de la pollution à l'achat, en ce moment sont en train de communiquer. Parce que je pense que la communication est importante et effectivement, on est dans une méconnaissance de beaucoup de systèmes et qu'aujourd'hui, on met en avant, on explique, et c'est là tout notre travail aussi à nous, c'est d'expliquer ce que font les producteurs, ce que font les créateurs, ce que font les fabricants, parce qu'il y a des gens sur toute la chaîne, pour éduquer le consommateur et lui dire, voilà, ne pas le culpabiliser, parce que je pense que c'est important, et l'amener, l'accompagner, comme on accompagne les créateurs à produire mieux, accompagner le consommateur à consommer mieux. Pour terminer cette première partie, j'aimerais juste, avant souligner un autre sujet, c'est un peu en toile de fond dans toute notre conversation, c'est qu'on a parlé beaucoup de l'environnement, et c'est vrai que la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, c'est un des points, justement. Le déchet nous a vraiment marqué. On a vu ces plastiques envahir les océans. On a vu, on a vu notre trace en quelque sorte. Et donc il y a beaucoup de réactions. Et ce que j'apprécie aussi dans le point que vous souleviez juste avant que je prenne la parole, c'est cette dynamique aussi de converser, de ramener la conversation, ramener le lien social. Et justement, dans la RSE, souvent, on zappe un peu ce premier terme qui est sociétal et du coup qui est donc d'être dans le soin aussi et dans la juste culture des travailleurs. Mais des travailleurs, c'est pas obligatoirement, c'est pas seulement les personnes au fin fond du Bangladesh, c'est aussi nos stylistes et ceux qui sont dans les bureaux d'études, c'est aussi la culture ambiante, on va dire, de ces conditions de travail en fait, parce que comme on l'a dit, on a un temps, on est même limite hors temps dans la mode. C'est pour ça qu'on parle de fast fashion ou de slow fashion, on parle de vitesse, on parle de temps. Et justement, ce temps, des fois, il devient une pression et du coup, pour produire une qualité, on est obligé de justement ralentir parce qu'en fait, on est obligé de prendre soin en fait des êtres humains qui travaillent là-dessus, qui pensent la mode, qui fabriquent le vêtement et du coup il faut aussi se donner le temps pour faire de la recherche et développement et arriver à toutes ces innovations dont vous avez parlé, toutes ces innovations techniques, environnementales et du coup arrêter d'être dans la production de déchets, mais justement jouer avec tout ce qui existe déjà, par exemple, ou produire justement. Là, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire, donc de vêtements infinis, c'est-à-dire arriver à l'usure, ça peut vite revenir à une matière première. Donc voilà, je voulais juste ouvrir un peu ce sujet et quel était votre si vous aviez des exemples ou quelle était votre approche aussi sur ce point-là, l'aspect sociétal, donc managérial, humain en quelque sorte. Disons que comme on l'a dit, cet aspect est important. Bon, les systèmes, on va dire que les systèmes internes à chaque pays, qu'ils soient en Europe ou hors Europe, ont généré en fait des façons de produire dans des conditions qu'on a pu connaître. Si aujourd'hui il y a une Fashion Week Révolution, c'est parce que cet élément-là n'a pas forcément toujours été, et toujours d'ailleurs, résolu et respecté. Il y a une vraie prise de conscience et effectivement, c'est pour ça qu'on éduque les gens aussi, c'est de se dire jusqu'où on est prêt à aller. Qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour donner cette valeur à la fois au produit, mais aussi au travail qui est fait derrière.
Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, de la même façon qu'elle a été environnementale, je pense sincèrement qu'elle a aussi été sociétale. Et là, on va parler, alors bien sûr, de production locale, mais aussi de production, pour le coup, internationale et de commerce équitable, parce que là, c'est un vrai sujet, parce que tout ne peut pas être fait en local. Moi, je sais que les créateurs que l'on accompagne, pour beaucoup, produisent en France, mais pour ceux qui le font hors les murs, ce sont souvent des gens qui viennent en plus de pays étrangers et qui ont à cœur d'aider et de développer justement de bonnes conditions parce qu'ils connaissent et qu'ils veulent apporter leur pierre et qu'ils veulent faire un pont, ils veulent faire cette passerelle entre nous, ici, dans nos conditions, et celles qu'ils connaissent et d'où ils viennent. Et je trouve ça juste admirable et c'est pour ça que je dis il faut vraiment qu'on soit ensemble face à tout ça. On ne peut pas être isolé. C'est Camille, je crois, qui en parlait très justement tout à l'heure. C'est vraiment de s'éduquer ensemble et d'avancer ensemble et de prendre les compétences de chacun et les matières de chacun aussi, parce qu'on n'a pas tous les mêmes matières premières, on n'a pas tous les mêmes savoir-faire. On est obligé de composer, mais par contre en conscience éclairée, effectivement, du bien, du mal, du travail, de l'extraction, de l'utilisation des terres, de plein de choses. Je pense qu'une partie du chemin a été fait. Je pense que, alors, nous, forcément, nous sommes au cœur de ces questions-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, le consommateur aussi est de plus en plus informé. Et c'est pourquoi on va de plus en plus sur Internet, et même pour acheter. Et sur Internet, sur les sites web, justement, que ce soit de n'importe quelle marque, on voit qu'aujourd'hui, les blogs, les explications données à tout, le sens donné à toutes les collections, c'est plus fort. Et qu'aujourd'hui, si on n'a pas l'explication qui va derrière, je pense qu'on ne va pas consommer de la même façon. Et que l'acte d'achat va être décidé aussi en fonction de cette information qui nous est donnée. Et que la traçabilité, elle est recherchée réellement. Pour rebondir, oui, je pense aussi que faire produire en Asie, ça veut pas forcément dire exploiter ces travailleurs. Au contraire, on peut le faire dans le respect des droits humains, des personnes, des travailleurs. Au contraire, valoriser, et ça peut avoir un vrai impact social positif. Le seul bémol entre guillemets, ça serait de le faire justement avec transparence, avec vigilance. Il y a d'ailleurs une loi en France sur ça qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance, et on est pionnier en France sur ce concept. C'est une loi qui va être étendre au niveau européen avec une directive, notamment suite au scandale et aux révélations sur l'exploitation des Ouïghours. Donc justement, c'est un vrai besoin. On a un vrai besoin de vigilance, de transparence, et c'est juste, voilà, si on décide de faire produire ailleurs ou même en France, on a justement cette responsabilité, ce devoir, si on est donneur d'ordre, justement de regarder comment c'est fait. Après, c'est vrai que sur le secteur textile, les chaînes de valeur sont parfois tellement éclatées que c'est difficile. Mais c'est pour ça justement qu'il y a des services, qu'il y a des outils, qu'il y a justement donc ce qu'on appelle des matrices de risque ou même tout simplement des audits. Et voilà, c'est pas à diaboliser non plus. La majorité des marques font des audits, surveillent, mais derrière, voilà, c'est une gestion, c'est justement à mettre en place des actions et des contrôles. Mais oui, il y a des outils pour arriver justement. Nathalie en parlait aussi tout à l'heure. Il y a de la traçabilité. Il y a de plus en plus d'outils technologiques justement pour en arriver là. Et j'espère que justement dans les années à venir, on pourra assurer des chaînes de valeur 100% transparentes. Merci beaucoup pour cette première partie de cette table ronde. Donc, si on voulait un peu résumer, en fait, là, c'est un rappel de cette responsabilité, ou plutôt de ces responsabilités, et que toutes ces responsabilités, elles sont adressées à de nombreux acteurs. Et c'est pour ça elle a des temps différents, elle a de multiples temps, de multiples rythmes. Et qu'en fait, toute cette dynamique de transition, elle engage des activités totalement interdépendantes. Et donc, cette conversion, en quelque sorte, ces conversions, elles demandent du temps, de la recherche, mais aussi beaucoup de soutien. Donc, merci d'avoir partagé des noms et des démarches déjà dans cette première partie. Et puis donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler des enjeux concrets qu'impliquent ces responsabilités sociétales et environnementales, et puis les cheminements presque sur mesure qu'on peut avoir. Merci beaucoup Anna, Camille et Nathalie. Si
Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur patreon.com. Et oui, ça se fait pas tout seul, mais avec des contributions à partir de 2 €, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre soutien, toutes ces discussions sur LinkedIn et Instagram. Toutes ces rencontres sont vraiment édifiantes. Encore merci et habillez, habilleurs. À la semaine prochaine.